On est très heureux d'accueillir Julien Laura pour cette nouvelle session de séminaire quantique de Onera. Donc, tu as fait ta thèse en 2004 sur la génération d'états quantiques de la lumière avec des OPO. Un premier postdoc à l'Institut d'optique avec Philippe Grangier, suivi d'un deuxième postdoc à Caltech dans l'équipe de Jeff Kimball. Et tu es donc, depuis 2007, chercheur au laboratoire Kastler-Brossel et depuis 2012, je crois, professeur à Sorbonne Université. Et donc, tes activités de recherche portent sur différents aspects des réseaux quantiques, peut-être on peut résumer ça comme ça, dont tu vas nous parler aujourd'hui. Et donc, entre autres prix et distinctions, je citerai donc ta bourse Marie Curie, tu as été également lauréat d'une bourse ERC Starting Grant en 2009, et tu es aussi membre de l'Institut universitaire de France. On est très heureux de t'accueillir aujourd'hui, et je crois qu'il y a beaucoup d'intérêt côté Onera et aussi dans l'audience de ces séminaires pour les réseaux quantiques. Donc on est ravis de t'avoir aujourd'hui pour nous parler de ça. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'introduction. C'est effectivement un plaisir pour moi de venir participer à cette série de séminaires de l'Onera sur les technos quantiques. Alors j'ai choisi un titre, comme vous le voyez, très large effectivement pour présenter mon activité au LKB. J'anime une équipe de recherche sur les réseaux quantiques. Et donc, le titre est effectivement de distribuer de l'intrication quantique, donc de manière générale, dans un réseau d'information. Alors, ça va me permettre, en fait, de balayer une grande partie des activités de mon groupe qui va de l'ingénierie d'états quantiques de la lumière, d'états intriqués, de mémoire quantique, et puis de nouvelles interfaces lumière-matière qu'on cherche également à développer pour ces futurs. Donc, au cœur du titre de mon exposé, donc le mot intrication, et on sait que l'intrication est au cœur des technologies quantiques d'information. Hein, et l'intrication, c'est le fait qu'on puisse avoir en physique quantique des systèmes, des états qui ne peuvent pas être décrits par la description de leur sous-partie. Hein, c'est toujours possible en physique classique. On peut prendre un système et puis par la description des composantes de ce système, on peut décrire la totalité du système. Mais il existe des états, des systèmes en physique quantique où ce n'est pas possible. On va dire que ces systèmes sont inséparables et c'est ça qu'on appelle de l'intrication. Alors, il y a différentes nuances d'intrication, hein, mais cette inséparabilité conduit donc à ces corrélations non classiques qu'on va exploiter pour des protocoles. Alors, je ne vais pas insister aujourd'hui sur les aspects applicatifs. Hein. J'en ai cité quelques-uns ici, de cryptographie quantique, de téléportation, d'application à la métrologie. Hein. Et je voulais simplement souligner le papier que j'ai mis ici en référence du groupe de Stéphanie Wenner aux Pays-Bas, qui est une sorte de feuille de route, de roadmap sur ce qu'on appelle maintenant un futur Internet quantique et qui explique bien, en fonction des développements technologiques qu'on aura dans les années à venir, les différentes étapes, les différentes possibilités de réseaux quantiques à plus ou moins grande échelle, quelles sont les applications auxquelles on pourrait penser. Alors, j'ai mis ici les différentes nuances un peu d'intrication dont je parlais juste avant et qui animent un peu l'activité de mon groupe. Donc, l'intrication, vous pouvez la retrouver, ces corrélations, hein, c'est ce que ce 8 là en couleur veut dire. Cette intrication, vous pouvez la retrouver entre des faisceaux de lumière, entre un système matériel, des atomes par exemple, et un faisceau de lumière, donc une intrication de lumière-matière, et puis également entre deux systèmes matériels à distance, par exemple deux mémoires quantiques, et ça c'est l'ingrédient sur lequel je reviendrai pour faire des réseaux, des répéteurs quantiques, donc pour transférer l'intrication à grande distance. Alors évidemment, cette recherche, elle soulève un certain nombre de questions scientifiques fondamentales. Est-ce que ça marche? Comment faire marcher tout ça ensemble? Comment l'intrication va pouvoir se propager dans un réseau? Comment caractériser l'intrication? Comment faire des témoins d'intrication qui pourraient être efficaces dans un tel réseau à grande échelle? Et puis, ça soulève également un grand nombre de challenges expérimentaux et c'est ce sur quoi mon groupe travaille. Alors, cette idée d'un Internet quantique, là, qui est dans le titre du papier que je soulignais juste avant, on le retrouve en fait il y a plus de 10 ans maintenant dans un papier fondateur du domaine
écrit par Jeff Kimball, qui est un article de revue dans Nature, et qui s'appelait justement The Quantum Internet, l'Internet quantique, et qui faisait déjà un point, donc il y a plus de 10 ans, sur les premiers développements finalement de ces réseaux quantiques, les premières interactions, systèmes d'interaction lumière-matière, les premières mémoires, les premiers systèmes de cavity QED pour ces applications-là, et des premières versions rudimentaires de segments de répéteurs quantiques. Et l'image qui est restée de cet article fondateur, et qu'on retrouve régulièrement dans ce domaine, c'est celle que j'ai mis ici au milieu de mon transparent, qui est d'avoir un réseau fait de nœuds, donc de nœuds quantiques, où on peut stocker, processer l'information quantique, donc des systèmes matériels, et puis des nœuds quantiques, des canaux quantiques, représentés en rouge ici, pour pouvoir distribuer des états non classiques de la lumière, et en particulier des états intriqués de la lumière. Et puis tout ça va communiquer ensemble pour pouvoir développer ces applications et ces différents degrés d'application, comme ils sont indiqués justement dans la roadmap que je citais du papier de Stéphanie Venner. Alors mon groupe s'intéresse un peu à toutes ces activités, finalement, à tous ces briques de base pour développer à la fois les capacités scientifiques et techniques pour réaliser de tels réseaux. Alors, dans mon équipe, on a actuellement 4 expériences qui se déroulent. Une première expérience qui s'intéresse à ces canaux d'information, justement, comment finalement faire de l'ingénierie d'état quantique de la lumière, donc des expériences purement photoniques, que vous voyez ici, et qui s'appuient sur des oscillateurs paramétriques optiques. Alors, je vais revenir sur cette expérience. Je pense qu'il y a un intérêt à l'ONERA, même historiquement, sur ces systèmes d'optique non linéaire, sur les oscillateurs paramétriques optiques. Et donc, je vais vous montrer où on en est aujourd'hui sur l'utilisation de tels systèmes dans le domaine des technologies quantiques de l'information. La seconde expérience consiste à développer des mémoires quantiques qui reposent sur des systèmes d'atomes froids. Donc, c'est ce que vous voyez sur cette image, c'est une chambre à vide, et puis au milieu, cette petite boule ici, là, c'est quelques millions d'atomes froids de césium qui vont être nos nœuds quantiques pour faire des mémoires quantiques et à terme des répéteurs quantiques en utilisant plusieurs de ces mémoires. Et puis enfin, une dernière activité est de coupler atomes froids et structures nanophotoniques. Alors ça peut être des nanofibres, ça peut être des structures plus complexes à cristaux photoniques, et j'en parlerai un petit peu à la fin de mon exposé pour vous montrer tout l'intérêt de pousser ces nouvelles plateformes, ces nouvelles interfaces lumière-matière pour aller vers des interactions plus déterministes entre atomes et photons. Alors, je vais commencer par cette première activité d'ingénierie d'état quantique avec des oscillateurs paramétriques optiques. Donc, l'idée, c'est vraiment de sculpter la lumière quantique, de faire de l'ingénierie d'état. Et dans mon groupe, on cherche à développer en fait une sorte de pont entre deux approches de l'information quantique. Alors, historiquement, et finalement, c'est lié à la dualité ondes-particules pour la lumière, il y a eu deux approches qui se sont développées en parallèle pendant de nombreuses années en information quantique. Et c'est ce qu'on appelle l'information quantique en variable discrète et l'information quantique en variable continue. Alors, variable discrète, ça va être par exemple de compter les photons un par un. On va utiliser par exemple des compteurs de photons. Et puis, l'aspect variable continue, on va plutôt s'intéresser au champ électromagnétique, l'amplitude et la phase. Et on va par exemple utiliser des techniques de démodulation, des techniques de détection modine, de détection hétérodyne. Alors, ces deux approches ont été séparées. Vous allez trouver des protocoles de cryptographie quantique qui utilisent du comptage de photons, ou la présence ou l'absence de photons, ou la polarisation de la lumière, horizontale, verticale. Et puis, vous allez trouver, en particulier en France, en particulier sur le plateau, puisque les premières démonstrations avaient été faites dans l'équipe de Philippe Granger et puis à Thales avec Thierry Desbuchères, de faire de la cryptographie quantique reposant sur des états cohérents de la lumière où on mesure l'amplitude et la phase par ces techniques de détection homogène. Donc ces deux approches ont connu un grand nombre de succès. Elles ont à la fois des avantages et des inconvénients en termes de fidélité, en termes d'efficacité de la transmission, de la sensibilité aux pertes, du côté probabiliste ou déterministe des approches que vous pouvez réaliser
en utilisant l'un ou l'autre des encodages. Et donc l'activité de mon groupe a été ces dernières années de essayer de combiner ces deux approches dans ce qu'on appelle une approche hybride de l'information quantique. Alors là, le mot hybride, il est souvent employé dans notre communauté pour parler de systèmes hétérogènes, différents, des atomes et de la lumière. Là, le hybride est vraiment dans le sens connecter à la fois ces outils et ces concepts d'encodage de l'information sur des degrés de liberté différents. Alors la motivation derrière ça, c'est de se dire que à terme, comme je vous disais, ces deux approches existent, coexistent, et on peut vouloir les faire communiquer entre elles. On peut penser dans le futur avoir des réseaux quantiques d'information où pour certaines opérations, il faudra plutôt les faire en utilisant un encodage continu, certaines opérations peut-être plutôt avec un encodage discret. Puis certains systèmes vont être plus facilement interfaçables avec des variables continues. Je pense par exemple à des développements en optomécanique, des membranes. Bah, la position et le moment de cette membrane va se coupler naturellement à un encodage en variable continue, alors que vous pouvez avoir des systèmes qui vont présenter des niveaux discrets d'énergie et être plus facilement couplés à un encodage en variable discrète. Donc l'idée d'avoir à terme des réseaux hétérogènes nous a amené à nous demander comment on pouvait ensuite venir connecter finalement ces différentes plateformes entre elles. Et donc pour ça, il faudrait avoir une sorte d'intrication, de corrélation, ce qui est représenté ici, entre des plateformes continues et des plateformes discrètes. Et donc ça, c'est ce qu'on a réalisé depuis quelques années sous cette forme. Vous voyez une image d'artiste ici, d'une intrication qu'on a appelée hybride, entre, d'un côté, un faisceau de lumière où, par exemple, l'information est encodée dans un seul photon, dans la présence ou l'absence d'un photon, ou dans la polarisation, donc ce que j'appellerais la partie variable discrète, et puis de l'autre côté, où l'information est encodée dans une superposition de deux ondes de phase opposée, et ça, c'est ce qu'on appelle, en mécanique quantique, un chat Schrödinger, une superposition de deux faisceaux laser avec des phases opposées. Donc une intrication hybride, particule-like, wave-like, entre ces deux chemins. Alors comment faire cette intrication et puis quelles sont les applications qu'on a pu démontrer ces dernières années? Alors je vais vous montrer l'expérience qu'on a au laboratoire sur cette thématique. Donc vous voyez, c'est voilà, une expérience typique d'optique, hein, c'est pas de l'optique intégrée sur ces développements. Et on vient, dans cette expérience, c'est surtout ça mon message, mélanger beaucoup d'outils. Alors, on a des lasers, on a des oscillateurs paramétriques optiques. En fait, on en a plus que ça maintenant sur la table. Si on compte le nombre d'OPO ou d'OPO de type 1, de single mode squeezer, on en a 5 maintenant qui fonctionnent de concert sur cette table d'expérience. Et on vient également mélanger, ce qui sont des outils d'habitude dans des communautés différentes, à la fois des détections en modine, vous voyez ici. Donc, on vient mélanger un oscillateur local avec le champ à détecter pour caractériser les états congénères, mais également pour faire des mesures qui permettent d'avancer dans le protocole ou d'annoncer le succès d'une étape du protocole. Et puis également des compteurs de photons uniques qu'on utilise dans l'expérience. Alors, les OPO qu'on utilise, donc, sont basés ici, dans le cas de cette expérience, on travaille avec des lasers YAG doublés en fréquence, hein, dans le proche infrarouge, ou à 532 après doublage de fréquence. Et donc, on vient pomper nos oscillateurs paramétriques optiques à 532 nanomètres, ces OPO continus, hein, et on a mis donc un cristal de KTP ou de PPKTP à l'intérieur de cette cavité. Alors, vous voyez une structure semi-monolithique. Le cristal non linéaire est inclus dans ce petit four ici, et puis un des miroirs est déposé sur une des faces du cristal. Et puis ensuite, on ferme la cavité de l'autre côté, ce qui permet d'avoir des oscillateurs paramétriques optiques triplement résonnants avec des seuils de quelques milliwatts. Alors, ces systèmes-là, on peut jouer avec l'accord de phase qu'on va utiliser, des accords de phase de type 1 ou de type 2. Si on utilise un accord de phase de type 1, on obtient en sortie des photons indiscernables, et on obtient ce qu'on appelle un état squeezé de la lumière. On a réduit les fluctuations par rapport au bruit d'un état cohérent, c'est-à-dire d'un faisceau laser usuel. Et donc, dans ces expériences, on est capable maintenant facilement de réaliser 10, 11, 12 dB
de squeezing, donc une réduction par un facteur plus que 10 du bruit quantique de la lumière. Et donc ça, c'est ce qui est utilisé aujourd'hui, ce type d'effet, dans les nouvelles générations de détecteurs d'ondes gravitationnelles, pour améliorer la sensibilité de ces détections et donc aller plus loin dans l'espace observé. Si on utilise un accord de phase de type 2, les photons ne sont plus indiscernables. Vous allez pouvoir les discerner par exemple par leur polarisation et donc séparer deux faisceaux, signal et complémentaire, qui présentent des corrélations en nombre de photons, et on utilise également ce type de corrélation. Ensuite, il faut utiliser des détecteurs de photons uniques efficaces, et c'était pas quelque chose d'évident quand on a lancé cette expérience il y a quelques années, parce qu'on travaille à nouveau dans le proche infrarouge, 1064 nanomètres, et les photodiodes à l'avalanche sont pas très bonnes à ces longueurs d'onde-là. Et donc, on a développé une collaboration avec le JPL, la NASA, à Caltech, et puis le NIST, pour développer des détecteurs supraconducteurs qui permettent de détecter de manière quasi déterministe des photons uniques. Alors, le NIST avait développé une telle technologie pour différentes longueurs d'onde, pas 1064, donc c'est là qu'on a travaillé ensemble avec un certain nombre d'itérations. Et on a pu obtenir maintenant des détecteurs supraconducteurs. Donc, vous voyez ici en fait la surface sur quelques micromètres, qui est un méandre supraconducteur. Actuellement, on utilise du tungstène silicide. Le détecteur est au fond de ce petit support en cuivre ici. On vient directement brancher une fibre optique qui s'aligne avec cette surface, et on travaille à température cryogénique autour de 1,5 Kelvin. Et donc la probabilité de détecter un photon, et en fait c'est ce que je vous donne ici, le 93%, c'est le System Detection Efficiency, donc ça prend en compte également le couplage dans la fibre et aller jusqu'au détecteur au-delà de 90%. Et puis, grâce à cette température très basse également, on a un bruit qui est très très réduit. Et typiquement, le bruit de détection, il est en dessous de 1 à quelques coups par seconde. Donc ça a vraiment été ça a changé le jeu dans nos activités d'optique quantique depuis quelques années, parce que quand vous détectez aussi efficacement des photons, ça devient plus simple d'en détecter plusieurs successivement. Si l'efficacité est faible et que vous voulez détecter beaucoup de photons, à la fin, la probabilité d'avoir détecté tous ces photons, elle est très très faible, et donc vos taux de comptage sont très très faibles, ce qui rend les manips finalement infaisables. C'est plus le cas grâce à ces détecteurs supraconducteurs. Donc on a beaucoup complexifié les expériences qu'on est capable de faire, et je vais vous en donner un exemple. Les détections homodines, celles-ci, comme je vous disais, pour faire des détections homodines ou des détections hétérodines, on utilise des photodiodes usuels en INGAS, et là on a des efficacités très grandes, proches de 99, voire au-delà de 99%. Donc on peut détecter très efficacement un photon unique, et on peut caractériser également via des détections homodines très efficacement les états que l'on fabrique. Alors les stratégies pour générer des états de la lumière, dans notre cas, c'est ce qu'on appelle une préparation conditionnelle. L'idée, c'est que quand vous avez deux faisceaux de lumière qui présentent des corrélations, si vous faites une mesure d'un côté, alors vous allez préparer de l'autre côté, de manière conditionnelle, un autre état. Donc cette génération, elle reste probabiliste. Vous attendez qu'il y ait cet événement de détection, mais elle est annoncée. Vous savez quand l'état a été fabriqué, il est disponible pour ensuite continuer votre protocole. Et donc, tous ces protocoles sont basés pour nous sur des OPO qui ont ce qu'on appelle une escape efficiency très élevée, très peu de pertes, et donc des états qui vont avoir une très très grande pureté. Alors, le premier exemple simple, c'est de faire des photons uniques de manière très efficace. Donc, si vous utilisez un accord de phase de type 2, vous avez deux faisceaux, signal et complémentaire, que vous pouvez séparer. Et quand vous détectez un photon sur un des chemins, alors vous savez que vous avez un photon de l'autre côté. Donc, c'est une façon de faire une source de photons unique annoncée. Et aujourd'hui, dans ce système, en combinant OPO, détecteur supraconducteur, on arrive à avoir des photons uniques avec autour de 93% d'efficacité d'annonce. C'est-à-dire que quand vous avez un clic, vous savez que vous avez de l'autre côté un photon avec 93% de chance de l'avoir, ce qui est le chiffre le plus élevé aujourd'hui sur les sources de photons uniques, avec des taux de génération qui peuvent aller jusqu'au mégahertz, et puis bien sûr avec un mode spatial très très propre,
puisque vous utilisez des cavités ici via les oscillateurs paramétriques optiques. C'est-à-dire quand je fais interférer ces photons entre eux ou interférer avec des oscillateurs locaux pour les détections homogènes, les visibilités des interférences que vous obtenez, elles sont bien au-delà de 99%. Alors, j'ai omis ici une représentation qui est une représentation très, très optique quantique, c'est ce qu'on appelle la fonction de Wigner d'un état. Et la négativité que vous voyez ici d'un état, c'est une très forte signature de la non-classicalité. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez plus de 50% de pertes sur un état ou sur un photon unique, vous n'aurez jamais de négativité de la fonction de Wigner. Donc ici, le 93% d'annonce, ce que ça veut dire, en fait, c'est que si je regarde mon état, on va dire que globalement, il y a soit un photon, soit du vide, ben, je n'ai que quelques pourcents, 7% de vide dans mon état. Donc, on a bien un photon pratiquement à chaque fois quand on pense avoir généré ce photon. Alors, on peut même faire 2 clics sur mon détecteur, puisque ces photons signal et complémentaires sont corrélés en nombre de photons. Donc, si je fais une expérience avec 2 clics, j'attends 2 clics sur mon détecteur supraconducteur, je vais générer un état à 2 photons. Et c'est ce que vous voyez ici avec à nouveau une fonction de Wigner plus complexe. Donc c'est un état à 2 photons avec un taux de génération de quelques centaines de Hertz. Alors là, c'était une partie en fait variable discrète, je dirais. On génère un photon, 2 photons. Donc je dirais que c'est la partie variable discrète de notre expérience. Et je vous la montre à nouveau ici, un peu plus en détail. Et ce que je voudrais vous montrer maintenant rapidement, c'est comment générer cette intrication un peu exotique entre photons uniques d'un côté et chat Schrödinger de l'autre côté. Donc, le schéma expérimental est le suivant. Je pars à nouveau d'un OPO. Alors, tout mode squeezer, ça veut dire que c'est un OPO avec un accord de phase de type 2. Donc, je peux séparer sur un cube ici, en polarisation, le signal et le complémentaire. Quand j'obtiens un clic après filtrage, donc un clic sur mon détecteur supraconducteur à température cryogénique, je sais que j'ai un photon de l'autre côté et je peux le caractériser. Donc, soit j'ai un clic et j'ai généré un état à un photon. À nouveau, j'ai mis ces petites représentations en fonction de Wigner, mais on n'est pas obligé de les regarder là. Et si j'ai pas de clic, alors j'ai du vide, j'ai rien à la sortie de mon système. Donc ça, c'est la partie, faire la partie discrète, un photon ou pas de photon. Et puis ensuite, je peux faire une autre expérience pour générer des chats de Schrödinger, et ça, c'est une méthode qui avait été beaucoup développée à l'Institut d'optique, justement, dans le groupe de Philippe Grangier, en partant d'un OPO de type 1. Donc un OPO de type 1, ça donne du squeezing, un état comprimé de la lumière où les photons vont par paire, et on a 0, 2, 4, 6 photons. Et en fait, ce que je fais, c'est que je viens prélever une toute petite partie de cette lumière ici, quelques pourcents, et à nouveau le détecter avec un détecteur supraconducteur. Si je détecte ce photon, ça veut dire que je suis venu soustraire un photon à mon état squeezé. Donc, je suis passé de cette distribution paire de nombre de photons à une distribution impaire de nombre de photons. Je suis passé de 0, 2, 4, 6 à 1, 3, 5. Et ça, en fait, ça a une très bonne fidélité avec un petit chat de Schrödinger, avec cette superposition d'états cohérents. Donc, soit j'ai un clic et je fais un chat de ce type, soit j'ai pas de clic. Et ce que j'obtiens à la sortie de mon OPO, c'est le squeezing initial, qui est lui aussi, en fait, une très bonne fidélité avec un chat de parité opposée. La parité pouvant être donc cette phase flip entre ma superposition d'états cohérents. Alors, comment maintenant je peux essayer de combiner les deux? En fait, en mélangeant les deux expériences et en les faisant vivre ensemble. Donc, ce que je fais, c'est que je combine cette partie discrète et cette partie générateur d'état continu au milieu, en mélangeant les chemins de conditionnement. Et donc, à ce moment-là, je n'ai plus aucun moyen de savoir, même en principe, d'où vient le photon si je détecte un photon au milieu. Soit il vient de la première expérience, soit il vient de la seconde expérience, mais je n'ai pas moyen de le savoir. Donc, s'il vient, par exemple, de la manip du bas, alors j'ai généré un photon unique ici et un certain chat de l'autre côté. Et puis, s'il vient de l'autre expérience, alors j'ai généré un chat d'une certaine parité, et puis j'ai du vide de l'autre côté. Et à nouveau, ces événements sont complètement indistinguables, et donc ça m'amène à générer cet état ici intriqué entre photons uniques, 0, 1, et des chats de parités différentes qui sont très proches en fait de l'état que j'ai écrit ici ou qui est représenté par cette vue d'artiste. Donc on a démontré cette première intrication hybride en 2014, et puis depuis on a cherché à l'exploiter.
Donc, on a cherché à l'exploiter en générant, par exemple, à distance des qubits en variable continue, parce que ce chat Schrödinger, c'est le qubit qui est utilisé dans ce domaine des variables continues. Juste, Julien, Oui, je peux t'interrompre pour une bien sûr. question? Je me demandais, le alpha, il vaut combien à peu près ici? Ces chats de Il est Schrödinger, ils autour sont de gros 1. comment? Ouais, Il est autour de autour 1. de 1. Voilà. D'accord, d'accord. Donc, l'orthogonalité n'est pas parfaite. Alors, il y a parfois une idée un peu reçue qui est qu'il faut que alpha soit très grand pour assurer l'orthogonalité. En fait, alpha autour de 1,5 suffit pour être quasiment orthogonal. Au-delà de 99%, quelque chose comme ça. D'accord. Donc là, on est autour de alpha égale 1. Et on a démontré dans le groupe également des chats de Schrödinger optiques avec alpha carré alpha autour de 2. Hein. Donc là, l'orthogonalité, elle est au-delà de 99% Ouais. dans ce cas. Mais dans cette expérience, on est sur des alpha autour de 1. Mmh. OK, merci. Donc en termes de préparation d'état, donc on a par exemple envoyé à distance ces deux faisceaux intriqués, et puis on faisait une mesure sur les photons uniques d'un côté, et puis grâce à cette mesure, on pouvait projeter l'autre mode qui s'était propagé dans n'importe quelle superposition, et donc dans n'importe quel qubit en variable continue. Et puis on a également montré qu'on pouvait violer ce qu'on appelle une inégalité de steering, qui est une étape vers une inégalité de Bell, en quelque sorte, et qui en cryptographie permet en fait de valider la sécurité d'un protocole quand on fait confiance à une seule partie. Donc on a Alice et Bob, on fait confiance seulement à Alice ou seulement à Bob, et on peut vérifier alors une inégalité de steering. Et ainsi être ce qu'on appelle des protocoles indépendants du matériel utilisé, device independent. Donc, ce qui montrait l'intérêt de cette intrication pour des applications, par exemple en cryptographie. La dernière expérience qu'on a faite récemment, qui a été publiée l'an dernier, est d'essayer est-ce qu'on peut maintenant étendre cette intrication si on a des réseaux qui fonctionnent avec des encodages différents. Donc l'image que vous avez ici, c'est d'avoir par exemple un réseau où vous avez une intrication discrète, ici, DV-DV, donc par exemple que utilisant des photons uniques, et puis ici une intrication hybride, DV-CV, celle que je vous ai présentée jusqu'à présent. Et donc l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on peut maintenant connecter les deux réseaux, qui seraient a priori indépendants, en faisant ce qu'on appelle du swapping, du transfert d'intrication. Donc le protocole, il fonctionne ainsi. Je pars de deux états intriqués qu'on génère dans notre expérience avec des photons uniques. Donc une intrication ici entre photons uniques uniquement, donc DV-DV. Une intrication DV-CV qu'on génère comme je vous ai expliqué précédemment, donc celle qui est représentée ici. Et en fait, on vient mélanger au milieu cette partie discrète. On fait une mesure de Bell, donc qui est une mesure un peu spécifique dans notre cas, qui mélange là encore à la fois des détections homodines et des comptages de photons. Et puis on a pu montrer que grâce à ça, on se retrouvait entre ces deux faisceaux qui n'avaient jamais interagi dans le passé. On projetait cette intrication et on se retrouvait donc à plus grande distance avec une intrication hybride entre variable continue et variable discrète. Donc la motivation à nouveau derrière ça, c'est de pouvoir propager une telle intrication dans un réseau et ensuite avoir des outils pour connecter des réseaux quantiques hétérogènes avec des encodages différents et des plateformes différentes qui vont être ainsi rendues intercompatibles. Alors une autre expérience qu'on a également faite cette année, et je ne vais pas la présenter plus en détail aujourd'hui, est de faire une sorte de convertisseur analogique numérique, numérique analogique, si on prend un peu cette image classique pour variable discrète, variable continue, où je vous donne un bit quantique encodé en variable discrète, et grâce à cette intrication hybride, je peux le convertir en un qubit encodé dans l'autre type d'encodage. Une sorte de convertisseur d'encodage par des manips de téléportation quantique en utilisant cette ressource, et c'est ce qu'on fait actuellement au laboratoire. Alors, je vais en venir maintenant à la seconde partie de mon exposé sur les mémoires quantiques. Alors, vous avez déjà eu un séminaire sur le sujet des mémoires quantiques par Thierry Chanelière, donc qui a beaucoup introduit déjà un certain nombre de concepts sur les répéteurs quantiques. Je vais y revenir rapidement. Et puis, moi, je vais m'intéresser sur une implémentation différente, pas basée sur des cristaux dopés comme ce que Thierry vous a présenté, mais sur des systèmes d'atomes froids et vous montrer la maturité à laquelle on est arrivé depuis quelques années en termes en particulier d'efficacité de stockage sur ces expériences.
Alors, c'est une expérience qu'on a commencé il y a de nombreuses années au laboratoire. Vous voyez ici une chambre à vide, par exemple, un nuage d'atomes de césium. Et les premières expériences qu'on a faites étaient des expériences pour faire des mémoires encodées dans un degré spécifique de liberté de lumière, qui est le degré spatial. Alors, en fait, stocker par exemple un qubit qui n'était pas encodé en polarisation, mais encodé dans le moment orbital angulaire de la lumière, par exemple des modes de Lagrange. Donc, ce que vous voyez ici, on envoyait des photons uniques sur un modulateur spatial de la lumière, et on pouvait stocker une superposition de modes de Lagrange, plus 1, moins 1. On avait également montré après qu'on pouvait stocker des faisceaux un peu complexes, que vous représentez ici, ce qu'on appelle des vortex beam of light, qui sont des faisceaux dans lesquels vous avez une distribution dans le plan transverse à la fois de la phase et de la polarisation. Donc, réalisant comme ça une première mémoire quantique à plusieurs degrés de liberté. Alors, cependant, ces expériences, elles étaient limitées par l'efficacité de stockage. Typiquement, dans ces expériences, à cette époque, je parle d'il y a 5-6 ans, et c'était l'état de l'art à ce moment-là dans un grand nombre de groupes, l'efficacité de stocker et de lire la lumière dans ce dispositif, c'était 20-25% typiquement dans ces réalisations. La plupart du temps, vous perdiez la lumière que vous stockiez dans le dispositif. Et donc, un focus important de l'activité de l'équipe a été d'essayer d'obtenir des efficacités très grandes de stockage dans ce système. Alors, avant de vous expliquer comment on a réussi à faire ça, je vais revenir sur les réseaux quantiques et donc l'envie de distribuer à grande distance cette information quantique. Par exemple, pour faire de la cryptographie quantique à grande distance ou pour connecter des ordinateurs quantiques à grande distance. Alors, il y a deux approches pour faire des communications quantiques à longue distance, pour distribuer de l'intrication, soit par satellite, et on a vu un grand nombre de développements ces dernières années, en particulier avec le satellite chinois Michus, mais également un certain nombre de projets qui se développent au Canada, en Europe, au Japon. Et puis la deuxième approche, qui est celle à laquelle je m'intéresse ici, est d'utiliser des répéteurs quantiques, et une brique de base, une brique fondamentale de ces répéteurs quantiques, c'est d'utiliser des mémoires quantiques. Alors, je vais revenir, et Thierry, vous avez déjà expliqué la différence entre un répéteur classique et un répéteur quantique. Je vais répéter un petit peu ce qu'il a dit. Vous avez l'image ici de nos réseaux de communication qui reposent sur des fibres optiques et puis des amplificateurs d'OPR-bien. Tout simplement parce que la lumière va s'atténuer au bout de quelques dizaines, centaines de kilomètres, et on va réamplifier la lumière et la remettre en fond. Alors malheureusement, tout ça n'est pas compatible avec les communications quantiques. Ce que vous avez dit, Thierry, si on veut travailler à l'échelle du photon unique, soit le photon il n'est pas arrivé au niveau de l'amplificateur et de toute façon il n'y a rien à faire, ou si le photon est arrivé, on va avoir des problèmes de bruit, on ne peut pas amplifier un état quantique, et c'est lié au théorème de non-clonage. Donc il faut trouver d'autres méthodes pour distribuer de l'intrication, parce que quand j'ai de l'intrication, je peux faire la cryptographie, je peux transférer un état par téléportation. Donc l'objectif, c'est avoir à grande distance, entre deux personnes à grande distance, entre deux nœuds, de l'intrication quantique. Donc il faut trouver une autre manière de le faire. Et l'idée qui est apparue il y a 25 ans, d'un point de vue théorique, c'est ce qu'on appelle les répéteurs quantiques. Donc l'idée, c'est d'avoir cette grande distance, de la découper en petits segments, 50, 100 km, en segments plus courts, sur lesquels on peut distribuer des corrélations, donc distribuer cette intrication. Donc c'est pour ça qu'il y a cette image du répéteur, parce que c'est ce qu'on fait dans un répéteur classique, avec des étapes d'amplification tous les 50 ou 100 km. Donc une fois qu'on a cette intrication entre ces segments, on fait des mesures intermédiaires au milieu, un peu les mesures de Bell, comme je vous ai montré pour ces transferts d'intrication avec mon intrication hybride. Et donc, on va connecter les paires entre elles, et puis peu à peu, on va construire comme ça le réseau pour finalement avoir de l'intrication à grande distance et faire des protocoles de téléportation. Alors ça, en fait, ça ne marche pas si on fait juste ça, parce que la plupart de ces protocoles sont probabilistes, ils ont un taux de succès relativement faible, et donc la probabilité que tous ces événements réussissent en même temps va diminuer exponentiellement avec la distance. Donc il faut un autre outil, et l'outil, ce sont les mémoires. Donc il faut des mémoires
pour être capable de synchroniser tous ces processus, de garder l'information en attendant que l'autre lien du réseau soit disponible et prêt à être connecté. Donc on a besoin de ces mémoires quantiques comme un outil de synchronisation. D'ailleurs, ça m'amène à dire que les mémoires quantiques, hein, c'est pas que pour les réseaux de communication à grande distance, ça peut être un outil extrêmement utile également, comme synchronisation, justement, quand on a des ressources probabilistes, comme les sources paramétriques que je vous montrais tout à l'heure, ben, on peut venir les synchroniser en les stockant dans des mémoires, en attendant que le processus qu'on fait à côté soit prêt, et quand tout le monde est prêt, quand tout a été préparé, alors on peut lire les mémoires, et on a synchronisé comme ça les processus. Et c'est ça qui est à l'œuvre également dans les réseaux à grande distance. Alors l'image qu'on a à long terme, c'est de faire ça, hein, c'est de faire un Internet quantique pan-européen, et j'y reviendrai ensuite parce que c'est vraiment le projet actuel qu'on a dans le cadre du flagship d'information quantique, hein, et du projet QIA dont on fait partie, qui est le Quantum Internet Alliance. Alors pour les mémoires, ce qu'on veut, l'objectif, c'est de partir d'un état d'un qubit, par exemple. Vous avez ici une superposition de 0 et de 1, de présence et d'absence de photons, par exemple, de l'écrire dans une mémoire quantique, et puis plus tard, à la demande, hein, il faut que ce soit contrôlable, j'appuie sur un bouton, et cette information va ressortir. Alors pour faire ça, on utilise un système matériel. Par exemple, si vous partez de deux états de la lumière, 0 et 1, vous pouvez avoir un système à deux niveaux d'énergie dans votre système matériel, et puis vous allez transférer. Le 0, ça deviendra ce niveau d'énergie, le 1, ça devient ce niveau d'énergie, et puis on veut conserver la superposition qu'on avait initialement, et quand je la relie, alors je reobtiens mon qubit de départ. Alors il y a différentes techniques pour le faire. Une des premières méthodes, c'est effectivement d'avoir un atome unique, hein, un photon, un atome. Alors, c'est pas simple de faire interagir un atome et un photon, j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, ce qu'on fait, une approche qui a connu de nombreux développements et de nombreux succès depuis plusieurs décennies maintenant, c'est de faire de la cavity QI. Donc, c'est-à-dire de mettre de l'électrodynamique quantique en cavité, c'est-à-dire de mettre un atome dans une cavité, ce qui permet d'augmenter l'interaction et de stocker comme ça un photon. Donc, par exemple, ici, vous avez un atome dans une cavité de grande finesse, un photon qui parvient sur cette cavité, un champ de contrôle additionnel pour contrôler les transitions que vous faites dans votre système atomique, stocker le photon dans une excitation atomique, et puis la relire ensuite avec réémission de ce photon. Alors une autre approche, qui est celle à laquelle moi je m'intéresse, et également celle à laquelle Thierry Cannelier s'intéresse et vous a présenté dans ses cristaux dopés. Hein, les cristaux dopés, c'est beaucoup d'atomes, et les expériences d'atomes froids que je vais vous montrer, c'est aussi beaucoup d'atomes, et tout ça sans cavité. Alors évidemment, quand on a beaucoup d'atomes, c'est plus simple de faire interagir un photon avec cet atome et d'absorber l'atome. Donc ça, c'est le premier point. On n'a pas besoin de cavité. Le deuxième aspect, hein, c'est qu'au moment de la lecture, on a ce qu'on appelle un phénomène collectif, hein, qui va permettre de récupérer le photon dans un mode spatio-temporel bien défini. Quand je vais stocker un photon unique, par exemple, en fait, je vais venir exciter un des atomes, mais vous ne savez pas lequel parmi le millier ou le million d'atomes que vous utilisez. Donc, vous obtenez cette superposition quantique géante de n termes, où n est le nombre d'atomes et qui peut être relativement grand. Donc, en fait, pour prendre une analogie, ça va être un peu comme un champ d'antennes qui vont émettre de manière collective, synchronisée, et donc dans une direction bien définie. Donc, c'est pas comme si on avait mis une information dans un seul atome et la lumière était réémise dans toutes les directions. Non. Là, je vais pouvoir collecter, en fait, la lumière dans une fibre optique, et je sais exactement où la lumière va être réémise. Et puis, l'autre intérêt d'avoir un ensemble d'atomes, c'est de pouvoir multiplexer cet ensemble d'atomes, et je vais vous montrer après que c'est très important. Alors, des applications multiples, hein, avec des atomes froids, des ensembles d'ions, des vapeurs atomiques à température ambiante et des cristaux, comme Thierry vous l'avait présenté. Donc, je vous ai mis ici quelques papiers de revue sur les techniques, et puis également un article dans la revue photonique qu'on avait écrit avec Thierry, qui faisait un peu le panorama des différentes techniques de mémoire. Alors, dans tous ces protocoles, quand on utilise un grand nombre d'atomes, le point important, le paramètre que vous cherchez toujours à avoir, c'est d'avoir le plus d'atomes possible, et donc une interaction la plus forte possible entre votre atome
et votre ensemble entre le photon et l'ensemble d'atomes. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'épaisseur optique. C'est simplement l'absorption à résonance. La lumière qui sort, elle est atténuée par l'exponentielle moins OD, où OD, c'est l'optical depth, c'est l'optical thickness de votre système. Donc, suivant les protocoles, ça peut dépendre de l'épaisseur optique avec des lois relativement différentes, mais dans tous les cas, si on veut augmenter l'efficacité, il faut augmenter l'épaisseur optique. Et donc, c'est ce paramètre-là qu'on s'est battu beaucoup dans l'expérience depuis quelques années. Donc, vous avez ici une photo de l'expérience telle qu'elle est actuellement, où on a maintenant un piège magnéto-optique avec deux paires de bobines, que vous voyez ici, une paire ici, une paire ici. Donc, on fait ce qu'on appelle un quasi 2D mode, très allongé. Vous voyez que la forme des bobines sont très allongées dans une direction. On a des faisceaux de piégeage, donc vous voyez la petite chambre à vide en vert au milieu. Ça, c'est des faisceaux de piégeage qui sont rétro-réfléchis pour refroidir les atomes et les piéger. Donc des faisceaux très gros qui font 2 inches, beaucoup de puissance de piégeage, 350 milliwatts en tout de faisceaux de piégeage, des phases de compression où on augmente beaucoup le gradient du champ magnétique, des phases de refroidissement. Et tout ça nous a permis en fait à la fin d'avoir, et ça c'est une photo de la manip actuelle, donc vous voyez à nouveau la chambre à vide, les bobines magnétiques qui sont ici, qui sont nécessaires pour ces pièges magnéto-optiques, et puis ici vous voyez les atomes de césium qui sont vraiment maintenant le long d'une ligne qui fait jusqu'à 3 cm de long, en fait. Donc, on a une chaîne d'atomes, pas une chaîne, parce qu'il y a beaucoup d'atomes, ils ne sont pas alignés les uns avec les autres, c'est vraiment un nuage, mais ce nuage est très allongé, il fait plus de 3 cm de long, et ce qui permet d'avoir des épaisseurs optiques au-delà de 300, dans l'image que je vous montre ici. Donc, ça veut dire que si vous envoyez la lumière à résonance, elle est absorbée avec un coefficient exponentiel moins 300. Donc, ça nous a pris beaucoup de temps de développer ce système et d'atteindre ces chiffres. Alors, le protocole qu'on utilise pour faire la mémoire, c'est ce qu'on appelle de la transparence induite électromagnétiquement. Alors, l'idée, c'est la suivante, c'est qu'on part d'un système complètement opaque, avec cette épaisseur optique très, très grande. Et si vous envoyez un photon que j'ai envie de stocker, cette flèche bleue, il est complètement absorbé. Il est sur cette transition ici. Tous les atomes ont été préparés dans un état fondamental G ici, un état excité. Et puis, si je fais simplement cette transition ici, c'est là que le photon est complètement absorbé, exponentielle moins 300. Mais maintenant, je peux ajouter un second faisceau, ce qu'on appelle un faisceau de contrôle, sur une autre transition atomique. Et l'effet de ce faisceau de contrôle va être d'ouvrir ce qu'on appelle une fenêtre de transparence. C'est-à-dire qu'en fait, la lumière va pouvoir se propager alors qu'elle était avant absorbée. Alors, quand on parle de fenêtre de transparence, quand on modifie les propriétés d'absorption, on modifie aussi les propriétés de dispersion, c'est les relations de Kraners-Kronig, et qui vous disent que vous allez avoir un phénomène de lumière lente. Donc, la lumière va se propager lentement à travers cette fenêtre de transparence. Alors en fait, vous pouvez également le faire de manière, donc ça c'est ce qu'on appelle de la lumière lente, vous pouvez le faire de manière dynamique et obtenir de la lumière arrêtée. Donc lorsque le pulse de lumière est complètement comprimé à l'intérieur du milieu atomique, si vous éteignez ce champ de contrôle, en fait, vous transférez l'excitation qui était purement photonique à une superposition entre les deux états fondamentaux que vous utilisez dans votre système à 3 niveaux. Et puis plus tard, à la demande, vous allumez à nouveau ce champ de contrôle et la lumière peut être réémise grâce à cet effet collectif que j'expliquais précédemment. Et elle va être émise à nouveau dans un mode spatio-temporel parfaitement bien défini. Je peux mettre une fibre optique et récupérer la lumière dans cette fibre optique. Donc ça, c'est des protocoles qui sont utilisés depuis très longtemps. Les premières démonstrations de stockage de lumière remontent aux années 2000 avec ce système, et on voulait le faire avec des efficacités très importantes, et bien sûr, avec des bits quantiques à l'échelle du photon. Donc, une première expérience qu'on a fait une fois qu'on a développé ce nouveau montage, donc en 2018, a été de stocker des qubits encodés en polarisation, donc superposition de deux états de polarisation, dans une mémoire très allongée avec ce processus DIT, donc à nouveau un mode qui faisait 3 cm de long. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un résultat typique où, en fonction du temps, on montre ici les clics qu'on obtient sur un détecteur. Donc, j'envoie de la lumière dans mon système, sans atomes, et vous voyez que la lumière ressort, et c'est ce pulse de lumière. Maintenant, si j'allume le champ de contrôle, ce pulse va être retardé. Et donc, c'est les clics verts que vous obtenez ici dans cet histogramme, c'est de la lumière lente. Et vous voyez qu'on est capable de retarder le pulse de lumière de plusieurs microsecondes. Et puis maintenant, si vous le faites de manière dynamique, je peux venir à ce moment-là éteindre le champ de contrôle, alors je transfère l'information dans un état purement atomique. Et puis plus tard, après quelques microsecondes, si je rallume ce champ de contrôle,
la lumière va ressortir. Alors, on peut mesurer l'efficacité, c'est-à-dire quelle est la probabilité d'obtenir quelque chose à la sortie, et c'est ce qui vous est donné ici, l'efficacité de la mémoire, en fonction de l'épaisseur optique, et on voit qu'on atteint effectivement des valeurs proches de 60-70% pour des bits quantiques à ce moment-là, avec des épaisseurs optiques autour de 200 à 300. Donc ça, c'était un résultat où on a pu montrer qu'on n'avait déjà pas de bruit dans cette expérience, c'est-à-dire que la fidélité était de 99%. On écrivait plusieurs qubits, on les lisait et on avait le même qubit à la sortie avec, vous voyez, une erreur qui était en dessous du pourcent. Et l'efficacité de stockage et de lecture était de 70%. Ce qui était 2 ou 3 fois plus fort que tous les résultats à ce moment-là de stockage de qubits, et au-dessus de 50%, qui est un seuil important en termes de cryptographie, parce que ça permet la sécurité des protocoles en termes de théorème de non-clonage. Alors quand même, 70%, on était content, mais on a voulu comprendre pourquoi 70%. Pourquoi c'était limité à 70% et pas à 100% dans notre système, et ça saturait en fait, on arrivait à un plateau et on n'arrivait pas à monter plus. Alors, on est revenu sur des calculs. Alors, je ne veux pas vous expliquer ces calculs. Ils ont été faits en particulier par Alexandra Cheremet, qui était alors postdoc Marie Curie dans le groupe, et qui en fait remontaient à des premières idées qu'on avait fait pendant la thèse de Michael Sherman, qui est dans l'audience, sur des schémas d'IIT comme ça, avec des alcalins, donc avec des atomes de césium dans notre cas, où il y a beaucoup de niveaux à considérer. Donc, vous voyez par exemple beaucoup de niveaux excités. Alors évidemment, quand vous avez des atomes à température ambiante avec un profil Doppler de plusieurs centaines de mégahertz, le fait que ces niveaux ne soient séparés que de quelques centaines de mégahertz a un effet très important, et c'est des choses qu'on avait étudiées pendant la thèse de Michael. Mais en fait, ça a également un effet très important, et on a mis plusieurs années à le comprendre ou à le formaliser, également avec des atomes froids. Parce que le champ de contrôle qui drive en fait votre mémoire vient exciter hors de résonance tous ces niveaux excités. Et même si on a des atomes froids, l'effet va être important. Et en fait, ça ajoute ce qui apparaît dans cette équation que je ne vais pas décrire, des termes de décohérence qui se traduisent par de l'absorption. Et donc, si on trace par exemple la fenêtre de transparence, donc ça c'est la spectroscopie du milieu atomique, on change la fréquence d'un probe qui traverse le milieu atomique, on voit qu'on a une fenêtre de transparence grâce à mon faisceau de contrôle, c'est le phénomène de transparence induite électromagnétiquement. Quand j'augmente l'absorption, donc le nombre d'atomes utilisés, on voit que finalement la fenêtre diminue de plus en plus en termes de contraste, et on a de l'absorption à cause de ce terme de décohérence. Donc c'est là qu'on a compris qu'on n'utilisait pas bien nos atomes de césium. On les utilisait en fait sur la ligne D2 du césium, où on a beaucoup de niveaux excités qui sont séparés par quelques centaines de mégahertz, et en fait, il faut les utiliser sur la ligne D1, où dans l'état excité, on a en fait plus de 1 GHz entre ces niveaux. Alors ça semble assez évident maintenant comme conclusion, on a mis un certain temps à comprendre ça, et puis il a fallu changer les lasers pour pouvoir faire ces expériences. Et donc, quand on fait les simulations, en fonction du nombre d'atomes, en fonction de cette absorption du milieu, on s'aperçoit que l'efficacité pour la ligne D2, effectivement, augmente, sature et diminue, parce que l'absorption va finir par l'emporter, à cause de ce terme de décohérence, et que par contre, sur la ligne D1, ça continue à augmenter, on peut monter beaucoup plus haut. Donc, avec une épaisseur optique autour de 500, donc à nouveau, ça veut dire exponentielle moins 500 d'absorption dans votre milieu, on pourrait faire une mémoire quantique avec 90% d'efficacité. Alors, on s'est précipité alors à ce moment-là à changer nos lasers, ce qui prend un peu de temps, et on a réussi à faire une expérience. Et effectivement, on a poussé l'épaisseur optique jusqu'à 500, on a fait des nouveaux setups sur la ligne D1 du césium, et on a réussi à stocker un photon unique avec 90% d'efficacité. Et puis, ce que montre ce plot, au-delà de l'axe ici, qui sont différents niveaux de qualité de photons qu'on pouvait générer sur l'expérience. Là, ça mesure le G2, c'est-à-dire la suppression de la composante à 2 photons. Donc 1, c'est un faisceau laser, 0, c'est photon unique parfait. Ce qui est important de voir, c'est qu'en fait, il n'y a pas de dégradation avant et après stockage, les couleurs bleues et orange. Donc on peut stocker un photon unique avec 80% d'efficacité, et la qualité du photon unique est la même avant et après stockage. Et puis on a pu mesurer également ce scaling de l'efficacité avec le nombre d'atomes, et donc atteindre un plateau avec 400 ou 500 d'épaisseur optique.
Alors, ce qui m'intéresse pour un réseau, ensuite, pour un répéteur quantique, c'est être capable de faire de l'intrication entre deux mémoires, avoir deux mémoires où je pars d'intrication de lumière, donc deux faisceaux de lumière qui sont corrélés, le stocker dans deux mémoires, le relire et essayer de préserver au mieux cette intrication. Donc ça avait été fait dans des expériences, que ce soit avec des atomes froids ou avec des cristaux dans le passé, mais l'efficacité était limitée autour de 25%. Hein, c'est-à-dire qu'on partait de cette intrication et puis on retrouvait de l'intrication en sortie, mais on avait beaucoup dégradé cette intrication. Et donc ça, c'est très important pour la scalabilité, l'extension à grande échelle de réseaux quantique d'information. Donc ça, c'est un graphe dans un papier de revue très important de Nicolas Sangoire, qui est sur le plateau maintenant, qui est au CEA, et qui est un spécialiste justement de ces répéteurs, de ces architectures de répéteurs quantiques. Ce que montre ce graphe, c'est le temps de distribution d'intrication typiquement sur un réseau avec 600 km, donc avec plusieurs segments optimisés, plusieurs architectures possibles, peu importe, c'est pas ça que j'ai envie de discuter aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est de voir que quand on passe de 60% d'efficacité pour une mémoire à 90% d'efficacité pour une mémoire, ce qu'on sait faire maintenant, en fait, quelle que soit l'architecture, typiquement, euh, on augmente par un facteur 100 le temps, on diminue par un facteur 100, par 2 ordres de grandeur, le temps de distribution de l'intrication. Donc c'est vraiment un paramètre critique et chaque pourcent qu'on gagne sur l'efficacité est très important à grande échelle. Donc on a fait cette expérience qui a été publiée l'année dernière. Donc on a fait de l'intrication en photon unique, donc un photon délocalisé entre deux chemins. On l'a mappé dans deux mémoires quantiques, relu à la demande et mesuré ensuite le transfert. On a montré qu'on pouvait avoir comme ça 85% de préservation de l'intrication grâce à nos deux mémoires quantiques. Alors le schéma, vous pourrez le trouver éventuellement dans ce papier, juste pour flasher rapidement comment on a fait ça. On avait une première expérience également basée sur des atomes, utilisant ce qu'on appelle un protocole DLCZ, Dual Nuclein Dirac-Zoller, qui est une façon de générer des photons uniques. Et donc on générait un photon unique, et ensuite cet photon unique était utilisé pour générer de l'intrication entre deux chemins qu'on stockait dans deux mémoires quantiques, qui étaient dans le même nuage, mais il y a deux mémoires quantiques en fait dans le dispositif. Et ensuite on pouvait relire à la demande cette intrication et la caractériser avec des compteurs de photons. Donc ça a été fait dans le cadre de ce projet européen, en particulier Ming Tao, Chao et Félix Ophé qui ont réalisé l'expérience. Donc ça s'inscrit, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, dans le projet flagship du Quantum Internet Alliance, qui est coordonné par Stéphanie Weiner à Delft, et avec l'idée donc d'un réseau quantique européen. Et donc on travaille à la fois sur des aspects de hardware et sur des aspects de software pour développer cette possibilité. Et avec des challenges importants sur les mémoires, d'efficacité, de temps de vie. Alors là, je vous ai pas dit encore, mais les temps de vie sont de l'ordre de quelques dizaines de microsecondes dans le système que je vous ai présenté, parce qu'on utilise un piège magnéto-optique et on devrait pouvoir pousser ces chiffres au-delà de quelques dizaines de millisecondes en allant sur d'autres techniques de piégeage d'atomes. L'autre aspect important, c'est les capacités de multiplexage de l'information, être capable de faire des mémoires où on stocke plusieurs modes en même temps, et ça a été bien sûr au cœur de la révolution de nos communications aujourd'hui fibrées, mais on a besoin de ça également pour augmenter les taux d'intrication dans le cas des répéteurs. Alors comment on fait ça dans mon équipe? On utilise une approche qui s'appelle du SDM, du Spatial Division Multiplexing, et essayer de stocker beaucoup de modes en même temps, en parallèle, ce que fait par exemple l'entreprise Skylabs à Rennes, dans le domaine des télécoms, mais qui peut être applicable également au domaine des technologies quantiques. Donc, on est en train de faire des expériences de ce type, de stocker en même temps 15 ou 20 modes en parallèle. On pourrait en stocker 50. Il y a des produits disponibles aujourd'hui pour le faire, et ce qui permet d'augmenter d'autant, de manière linéaire, les taux d'intrication qu'on aurait dans un réseau d'information quantique. Alors, je vais rapidement maintenant en venir à la dernière thématique. Je vais essayer d'être court sur certaines parties. C'était simplement pour vous montrer une autre plateforme plus exploratoire qu'on développe et qui consiste à combiner atomes froids et nanophotoniques, avoir des atomes fibrés finalement, mettre des atomes à proximité d'un guide d'onde et pouvoir interagir avec ces atomes. Alors, pourquoi on fait ça?
Comme je l'ai dit, faire interagir un atome et un photon, c'est quelque chose de pas simple, hein, tout simplement parce que la probabilité d'interaction, c'est donné par la section efficace d'absorption, qui est proportionnelle à la longueur d'onde au carré, et l'air, ici, de votre faisceau. Donc, vous allez être limité par la diffraction, et typiquement, même en focalisant très fortement sur un atome, les probabilités d'interaction vont être limitées autour de 10 ou 20%. Donc, l'autre approche, c'est de mettre l'atome dans une cavité, et on va gagner par la finesse, par le nombre d'allers-retours dans la cavité. Mais une autre approche émergente, c'est ce qu'on appelle de l'électrodynamique quantique en guide d'onde. C'est-à-dire venir mettre un atome à proximité d'un guide d'onde nanoscopique. Et on peut gagner par deux ingrédients. Tout d'abord, donc ça c'est le facteur de Purcell qui va vous donner ce couplage entre un photon qui se propage et l'atome à proximité dans le champ évanescent. On peut gagner par le confinement géométrique, qui est ce terme, qui apparaît également en cavité QED ou en espace libre, mais là on va être à l'échelle nano, et puis également par l'indice de groupe. Donc si la lumière se propage lentement, si vous avez un guide lent, vous pouvez également augmenter cette interaction. On peut calculer la réflexion avec ce facteur de Purcell. Un atome peut réfléchir un photon, ou également avoir un grand nombre d'atomes et avoir donc des systèmes épais optiquement, comme j'avais avec des ensembles d'atomes. Le Graal du domaine, ça serait de réussir à faire ça, en fait. Avoir en passage unique, sans cavité, hein, sans mode résonant, qui pose un certain nombre de problèmes en cavité QED en termes d'efficacité, donc purement propagatif. Un atome fortement couplé à un photon, et donc qui pourrait réfléchir un atome, un photon, donc ce qui permet de faire des opérations non linéaires, des portes de manière déterministe, et puis également avoir beaucoup d'atomes, parce que la diffraction n'est plus une limite dans ce cas-là, et donc avoir des effets collectifs tels que des mémoires, comme j'ai montré précédemment. Donc avoir des systèmes comme ça en passage unique, où je peux avoir à la fois des opérations linéaires et non linéaires pour des technologies quantiques. Alors ça, c'est le laboratoire qu'on a développé depuis quelques années sur ces thématiques, avec un peu de light painting. Mais si on zoome, on a une chambre à vide, et dans cette chambre à vide, on a une nanofibre, qui est une fibre étirée. Vous en avez ici une image au microscope électronique. C'est une fibre qui fait 400 nanomètres de diamètre. Donc, on part vraiment d'une fibre commerciale qu'on étire en la chauffant sous une flamme. Et en quelques minutes, on obtient 400 nanomètres. Et avec une transmission qui n'est pas diminuée. On est au-delà de 99% de transmission d'une partie de la fibre à la sortie de la fibre. Mais au milieu, on peut venir interfacer des atomes. Et on vient en fait piéger des atomes dans le champ évanescent de cette nanofibre. Alors pour faire ça, en fait, on utilise un piège dipolaire à deux couleurs. On envoie simplement de la lumière désaccordée dans le rouge dans les deux directions. Donc on obtient une onde stationnaire dans laquelle, une sorte de boîte d'œuf, où les atomes pourront venir se mettre un par un parce que les pièges sont microscopiques. Et puis on rajoute également de la lumière bleue parce qu'on est très proche de surface et donc il faut repousser les atomes pour qu'ils ne se collent pas à la surface. Et donc on utilise de la lumière cette fois-ci désaccordée vers le bleu de la résonance atomique. Alors ces dispositifs, donc ça nous donne vraiment des atomes fibrés, avec à nouveau 99% de transmission, mais entre les deux, on peut interagir avec des atomes au milieu. Donc la première expérience qu'on avait faite était de faire une mémoire quantique avec ce dispositif, où on a pareil le même protocole que celui que j'avais utilisé avant en EIT, où le photon unique se propage à l'intérieur de la fibre, le champ de contrôle illumine le nuage d'atomes à l'extérieur, et on avait pu comme ça à l'époque montrer 10% d'efficacité. À l'époque, les atomes n'étaient pas piégés, on venait simplement mettre la fibre au milieu d'un nuage d'atomes. Depuis, on a appris à stocker, à piéger les atomes à proximité. Et une expérience récente qu'on a publiée il y a 1 an et demi, et celle-ci, on a été capable dans ce système d'écrire une excitation unique, c'est-à-dire exciter un atome, mais on ne sait pas lequel parmi les quelques milliers d'atomes mis en jeu dans ce système, donc un état intriqué de nos atomes, et venir ensuite lire à la demande cette excitation et émettre un photon unique dans le mode guidé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le processus DLCZ, Duhem-Lukins-Sirac-Zoller. J'en ai déjà dit un mot tout à l'heure. On sait très bien faire ça en espace libre avec des pièges magnéto-optiques, mais là, c'était la première fois qu'on faisait ça avec un système intégralement fibré. Alors juste, l'idée, c'est qu'on envoie un faisceau d'écriture, on excite les atomes qui vont émettre de la lumière sur cette transition. Et quand on détecte un premier photon, alors ça nous dit que effectivement, un atome a été transféré d'un état fondamental vers l'autre état fondamental. Donc c'est en fait la non-linéarité, elle est fournie par la mesure. Mais une fois que j'ai eu ce premier clic, ce premier événement de détection,
je sais que j'ai une excitation stockée. Plus tard, à la demande, je peux envoyer un faisceau des lectures qui va retransférer cet atome vers le premier état fondamental avec l'émission, cette fois-ci, d'un photon. Donc, on a fait cette expérience. On peut caractériser les corrélations, montrer qu'elles étaient aussi bonnes que dans des dispositifs en espace libre. Là, c'est ce qu'on appelle une cross-intensity correlation, avec des valeurs très hautes. Pour violer une inégalité de Bell dans notre système, il faudrait être au-dessus de 7. Pour faire un premier segment de répéteur quantique, il faut être au-dessus de 25. Et là, on a réussi à avoir des valeurs autour de 100, ce qui était une gageure expérimentale en termes de filtrage, parce que là, les atomes sont piégés dans la fibre, et donc on a plusieurs milliwatts de lumière pour faire le piège qui sont allumés en permanence, et en même temps, à une autre longueur d'onde, on travaille avec des photons uniques. Donc il faut avoir beaucoup de filtrage, de l'ordre de 150 dB dans le cadre de cette expérience, pour pouvoir à la fois piéger et quand même faire de l'optique quantique avec ce dispositif. Alors on peut caractériser le système quand on a une excitation. Je vais juste flasher rapidement ces slides. Quelle est l'efficacité de lire le photon? Ce qu'on a réussi à faire dans ce système, c'est de l'ordre de 25%. Donc, quand j'ai une excitation, je lis l'excitation et j'ai 25% de chance de la trouver à l'extérieur, ce qui est à peu près comparable aux valeurs qu'on obtient en espace libre. Et puis, est-ce que c'est vraiment un photon unique qu'on obtient dans le mode de la fibre? Donc, on peut faire une mesure de G2 qui est représentée ici. À nouveau, 1, c'est un faisceau laser. 0, c'est un photon unique parfait. Et on voit que si on pousse les corrélations, on a pu descendre à des valeurs en dessous de 0,1, donc de très bons photons uniques dans ce dispositif. Alors, on continue à explorer ce dispositif parce que on pense que c'est un système où on peut à la fois avoir de très grandes efficacités pour des mémoires quantiques, par exemple, parce que on peut avoir des épaisseurs optiques importantes, et puis également, grâce à ce piège dipolaire, pousser le temps de vie à des valeurs plus importantes que ce qu'on a eu jusqu'à présent en espace libre. Mais on a beaucoup d'autres phénomènes qu'on étudie également dans ce système. On peut par exemple faire des miroirs de Bragg. Si vous mettez exactement lambda sur 2 entre les atomes, chaque atome va se comporter comme un petit miroir. Et par interférence constructive, finalement, vous allez réfléchir la totalité de la lumière. On peut venir contrôler ce miroir avec quelques photons pour faire des switches optiques ou des transistors optiques. Donc, ce sont des effets qu'on étudie. Mais le deuxième ingrédient dans ce domaine de waveguide QED, je vous ai dit, c'est aussi l'indice de groupe. Et donc, finalement, qui n'existe pas, qui est proche de 1 dans le cas de la nanofibre, si vous utilisez des structures à cristaux photoniques, donc pas des nanocavités, mais des guides lents, comme ces guides W1 par exemple, on a enlevé une ligne de trou, alors vous pouvez gagner par cet indice de groupe. Donc ça, c'est un projet qu'on a commencé depuis quelques années dans le cadre d'une ANR, d'un projet français avec le groupe d'Ariel Evenson, Kamel Benchek au C2N, et puis le groupe Jean-Jacques Greffet, Christophe Sauvant à l'Institut d'optique pour développer de telles plateformes. Et on commence à avoir une première expérience et des premiers dispositifs qui sont fabriqués au C2N pour aller dans cette direction. Alors l'image de l'évolution un peu de ces interfaces lumière-matière qu'on essaye de développer dans le groupe. Donc je vous ai dit qu'on avait beaucoup avancé sur les mémoires quantiques en espace libre, avec maintenant des efficacités proches de l'unité finalement, et on cherche à multiplexer massivement ces mémoires pour pouvoir faire à l'échelle de 3-5 ans, des premiers segments de répéteurs quantiques à l'échelle de 50 à 100 km, c'est ça l'objectif. Développer de nouvelles plateformes également avec quelques milliers d'atomes, où on peut également développer des mémoires quantiques efficaces à long temps de vie, mais également beaucoup d'autres effets à explorer. En particulier dans ces chaînes d'atomes, on a des effets collectifs et coopératifs qui sont très intéressants à explorer. Et puis, notre expérience la plus exploratoire, c'est maintenant d'essayer de coupler des atomes froids avec des guides structurés, avec beaucoup de difficultés techniques qu'on a à résoudre devant nous. Comment approcher des atomes, les piéger dans le champ dipolaire, dans le champ évanescent, dans un piège dipolaire, dans le champ évanescent de ces structures, mais pour atteindre vraiment un nouveau régime où on aurait à la fois, en passage unique, sans cavité, des effets collectifs, comme des mémoires, mais aussi un couplage fort entre un photon et un atome, donc des effets à la fois linéaires et non linéaires, qui sont vraiment ce qu'on recherche pour ces technologies. Je vais m'arrêter là, simplement pour vous redire ce que j'ai discuté un petit peu aujourd'hui. Donc, une activité photonique sur des intrications un petit peu exotiques entre différents encodages de la lumière pour permettre le développement de réseaux hétérogènes.
des mémoires quantiques pour pouvoir développer des répéteurs quantiques multiplexés avec à nouveau cet objectif, je dirais à 3-5 ans maintenant, de faire des démonstrations terrain sur quelques dizaines de kilomètres de répéteurs quantiques, et puis de nouvelles plateformes à explorer où on couple atomes froids et nanophotoniques, ce qui nous donne de nouveaux degrés de liberté à explorer sur ces thématiques. Voilà, je vais m'arrêter là et puis remercier tout mon groupe qui travaille sur ces expériences et puis nos collaborations sur des aspects théoriques, par exemple, avec Dima Kuprianov sur ces derniers développements de plateformes entre atomes et systèmes nanophotoniques. Merci. Merci beaucoup, Julien, pour cet exposé passionnant et très pédagogique. La session est ouverte pour des questions. Alors, je me suis remis comme ça je vous vois maintenant. Très bien. Y a-t-il des questions dans la salle? Enfin, dans la salle virtuelle. Ok, alors je vais poser la première question pour lancer la discussion. Du coup, je me demandais un peu, tu as brièvement évoqué à la fin la question du temps de vie de ces mémoires quantiques. Si j'ai bien suivi, les 10 microsecondes, ça vient du fait que les atomes sont pas piégés. Dans le mode, tu disais qu'il y avait des espoirs de monter à 10 millisecondes, mais donc est-ce que tu pourrais en dire plus? J'imagine que c'est en gardant les atomes piégés, mais du coup, je me demandais s'il n'y avait pas aussi des problèmes de light shift entre les différents atomes de l'état collectif qui allait entrer en jeu, et si finalement on n'avait pas intérêt à revenir à un atome unique dans une cavité pour en ce qui concerne le temps de vie, si tant est que ce soit important cette durée de vie des mémoires. Ouais. Alors, sur l'expérience actuelle, effectivement, les temps de vie, c'est typiquement entre 10 et 20 microsecondes. Alors, on n'est pas limité finalement par le piège pour l'instant, on est limité par les champs magnétiques résiduels qui viennent faire des élargissements inhomogènes. Donc, on annule aussi bien qu'on peut le champ magnétique, mais on ne fait pas de pompage optique dans un niveau Zeeman spécifique pour l'instant sur l'expérience. Donc, c'est ça qui nous donne ces 15-20 microsecondes de temps de mémoire. Donc, en restant sur un mode, ce qui nous limiterait à la fin va être le temps de transit, de perdre des atomes. Et ça devrait nous permettre d'aller à quelques centaines de microsecondes, voire à la milliseconde, vu les températures qui sont autour de entre 5 et 10 microkelvin au début de l'expérience. C'est pas forcément suffisant si on veut faire des répéteurs à grande distance. Ce qui compte dans un répéteur à grande distance, ça va être le temps de communication entre les différents nœuds. D'accord ? Donc, si on veut le faire sur 25-50 km, des temps de mémoire autour de quelques centaines de microsecondes, c'est suffisant. On peut potentiellement rester sur un mode. Si on veut aller plus loin, il va falloir passer sur un piège dipolaire pour avoir des temps de stockage, des temps de piégeage des atomes déjà beaucoup plus longs et des temps de cohérence beaucoup plus longs. Et là, tu as raison. On va être limité à un moment donné par des light shift différentiels, mais qui peuvent être compensés. Donc, il y a eu des manips déjà dans des systèmes d'atomes froids comme ça, où des temps de vie de mémoire, alors pas forcément efficaces, c'est toujours difficile d'avoir dans le même système, et c'est un des enjeux, dans le même système, tous les paramètres qui marchent en même temps, mais il y a eu des expériences avec plusieurs centaines de millisecondes de temps de cohérence dans ces dispositifs, et là, c'est le bon ordre de grandeur. De la milliseconde à quelques dizaines de millisecondes pour un répéteur à l'échelle d'un pays ou à l'échelle continentale, c'est un grand nombre de segments en tout cas, c'est ça le bon ordre de grandeur. Dans la nanofibre dont je parlais, en fait, on utilise l'utilisation de césium et on utilise un piège magique où justement tous ces light shifts sont compensés. Ouais, d'accord. Ok. Merci. Y a-t-il des questions dans l'assistance? On peut aussi les poser sur le fil de discussion si vous voulez. Bon, sinon je vais continuer à en poser alors. Du coup, je me demandais, tu as parlé au tout début, donc là sur les sources de photons uniques à base de sources paramétriques. Tu mentionnais une bande passante de l'ordre du mégahertz. Et donc, du coup, ça fait finalement, la puissance d'une telle source est relativement faible, j'imagine. Je me demandais qu'est-ce qui limitait cette bande passante. Enfin, j'imagine c'est les histoires d'accords de phase, mais est-ce qu'il y a des perspectives pour avoir des sources plus, je sais pas comment on dit, brillantes ou intenses, à la fois de photons uniques, puis peut-être plus généralement de lumière quantique, quoi. Le mégahertz dont je parlais, en fait, c'est le rate d'émission,
Voilà. Nombre de photons par seconde, non? Voilà, le nombre de Ouais. photons que je peux émettre. Le mode temporel, là, est fait de l'ordre de 5 à 10 nanosecondes. La bande passante de l'OPO, c'est plutôt 60 MHz. Oui, d'accord. Donc ça, on peut changer un petit peu. On n'a pas forcément envie non plus, après, si on veut le couper à des mémoires, d'avoir, en tout cas en EIT, d'avoir des pulses non plus trop courts, parce que l'EIT n'a pas une bande passante très grande, ce qui n'est pas forcément un problème, parce que quand on a un temps de communication long, de toute façon, sur des réseaux répéteurs, on ne vise pas non plus des échanges au gigahertz. La question que tu soulèves, c'est plutôt le compromis qu'on a quand on fait des photons, des états, avec des sources paramétriques. C'est-à-dire qu'en fait, si on pompe très fort, on va augmenter le taux de préparation, mais on va dégrader l'état parce qu'on va avoir des excitations à plusieurs photons. Mmh. Donc si je veux rester avec un photon très pur, c'est-à-dire avec une composante multiphotonique faible, le compromis, c'est d'avoir un taux de pompage pas trop fort. C'est toujours ce compromis qu'on a en conversion paramétrique. Donc, si je fais fonctionner ma source à 1 MHz, je vais avoir un G2 à 0,1. Et puis, si je fais fonctionner ma source à 100 kHz, je vais pouvoir descendre à un G2 en dessous de quelques 10-3. Ah ouais, d'accord. Et ce qui est important également ensuite pour des applications de répéteurs ou des premières générations, en tout cas, de répéteurs qui reposeraient sur des sources paramétriques. La solution étant, bien évidemment, ensuite, vous avez eu un exposé de Pascal, Senlar, sur le sujet, Mmh. de pouvoir, dans le long terme, combiner évidemment des systèmes de sources qui sont beaucoup plus déterministes, qui ne sont pas des sources paramétriques, et avec également une suppression de l'émission multiphotonique très forte. Et justement, du coup, dans les différents types de sources possibles qui existent, les OPO ont quels avantages, du coup, par rapport Alors, aux sources de type Pascal-Senlar? Ouais. alors des sources probabilistes, donc ça Mmh. veut dire que je ne sais pas quand l'événement va se produire, et quand je détecte un photon, alors je sais qu'il y a un photon disponible. D'accord? Donc c'est des sources annoncées mais probabilistes. Donc ça veut dire que si on utilise plein de sources entre elles, plusieurs sources, il va falloir, elles sont pas synchronisées, et donc on va Ouais. perdre rapidement quand on augmente le nombre de ressources. Donc il faut développer des astuces pour ça. Donc on peut par exemple multiplexer des sources paramétriques avec des boucles de retard par exemple, pour en faire en sorte que tous les temps de millisecondes ou les temps après chaque fenêtre, on est sûr qu'il y a un photon qui est disponible à être émis. On peut aussi, ça c'est des expériences qui sont faites par exemple dans le groupe de Rosa Tuel-Brouwerie à l'Institut d'optique, avoir des sortes de mémoire quantique optique, c'est-à-dire des lignes à retard en fait avec des cycles de Pockels qui ouvrent au bon moment et qui permettent de synchroniser. Et puis également, quand on commence à avoir des mémoires quantiques très efficaces, on peut utiliser des mémoires quantiques pour synchroniser des photons. Mmh. Tu me posais la question sur les sources de Pascal, ou ce type de source, dont l'objectif est d'être des sources déterministes. C'est-à-dire, on appuie sur un bouton, on a un photon qui sort. Ouais. Mmh. C'est évidemment des sources extrêmement intéressantes pour ces applications quand on augmente le nombre de photons, et également pour le futur des répéteurs quantiques. Alors, on aura besoin à un moment donné, à grande distance, de reposer probablement plus sur des sources de ce type que sur Mmh. Terminus. des Ouais. sources Mmh. paramétriques. Ouais. Maintenant, il faut être à la bonne longueur d'onde, il faut avoir les bonnes bandes passantes, avoir les bons convertisseurs. On est très loin de pouvoir mettre ces briques entre elles. Mmh. Alors, je crois que dans le séminaire que vous avez, Pascal, elle disait justement que c'était des longueurs d'onde qu'elle pouvait commencer à atteindre, être autour de 780, ça semble réaliste. Et puis par des excitations Raman également, pouvoir jouer sur la bande passante des photons qui sont émis. D'accord. Toujours pas de questions? Bon, c'est bien calme aujourd'hui. Euh, ok, bah je vais continuer à en poser alors. Du coup, je me demandais un peu, tu parlais de le fait d'être à un micron, d'avoir dû développer des détecteurs supra pour l'efficacité. Je me demandais un peu quelles étaient les perspectives de ces détecteurs encore pour aller plus loin dans l'infrarouge, je sais pas, pour des applications type optronique ou autre, par exemple, ça peut intéresser les gens d'aller vers de l'infrarouge plus lointain. Est-ce que, Alors, enfin, c'est quoi l'état de l'art et c'est quoi ouais. les perspectives d'arriver à ça avec des détecteurs supra?
J'ai pas forcément de réponse à ça. Télécom, bien sûr. Voilà, c'est maintenant des produits commerciaux. Il y a beaucoup Ouais, d'entreprises qui vendent maintenant des détecteurs Supra pour aller dans le domaine télécom. Également parce que le jitter est très faible. Donc c'est très important sur des systèmes de cryptographie quantique et c'est une des motivations également derrière ces détecteurs Supra avec des jitters très très faibles. Aller au-delà de 1,5 micro, j'ai pas de réponse. Si tu parles de 2-3 micromètres, mm, je vois pas de raison pourquoi ne pas pouvoir y aller. Ça repose sur l'arrivée d'un photon sur un détecteur qui est dans un état supraconducteur. On vient casser cette phase supraconductrice par la création d'un point chaud. Euh, donc je pense que tout ça doit ouais, pouvoir fonctionner également dans l'infrarouge à 2-3 plus lointain. micromètres. Ouais. Mhm. Je connais pas les développements qui sont actuellement technologiques pour aller dans ces longueurs d'onde-là. Je vois pas de verrou là-dessus. Après, il y a un travail important que je n'ai pas montré, et c'est ce qu'on a fait à 1064, d'avoir les bonnes superpositions de couches diélectriques, etc., pour éviter tous les reflets, et pour vraiment arriver ensuite à un système detection efficiency qui soit au-delà de 90%. Mhm. D'accord. Eh ben, écoute, je vais te poser une dernière question, peut-être un peu plus ouverte, mais comme tu as travaillé donc, sur ces sources de lumière quantique avec des OPO, je me demandais, est-ce que tu voyais, ou quelle était ta vision un peu des applications de type, je sais pas, enfin, tu connais sans doute tous les protocoles qu'on trouve dans la littérature d'illumination quantique ou de ghost imaging, ou Mhm. d'essayer d'avoir un avantage quantique quelque part dans le domaine de l'imagerie ou de l'optique quantique. Je me demandais quelle était ta vision de ça. Est-ce que tu voyais un protocole particulier ou une voie prometteuse où on pourrait avoir un avantage à utiliser ces sources de lumière quantique par rapport à des sources de lumière classique pour de l'imagerie, de la détection, ou ce genre de choses? Ouais. Alors, l'imagerie est vraiment pas mon domaine. Bon, c'est plus la, ouais, Je suis vraiment plutôt en sur, tant qu'application des OPO, quoi, ouais, sur lesquels ouais, tu as travaillé. Ouais. je suis plutôt sur des aspects de communication et de génération d'intrigation. Donc, toutes ces Ouais. applications de ghost imaging ou de radar quantique, j'ai pas forcément une opinion forte dessus. Ce que je peux dire, c'est que ces OPO, on a vu les développements, comme tu disais. Moi, j'ai fait ma thèse il y a longtemps maintenant avec des personnes comme Claude Fabre qui ont développé ces activités en France. On est arrivé des sources extrêmement efficaces en termes de qualité de l'état quantique qu'on génère. Ça reste aujourd'hui les meilleures sources si tu veux regarder la pureté de l'état, c'est-à-dire pas post-sélectionné. On regarde l'état complet. Est-ce qu'il y a du vide? Est-ce qu'il y a du photon dedans? Est-ce qu'il y a du deux photons? Et donc ça peut se caractériser avec la fonction de Wigner et la négativité de la fonction de Wigner. On arrive aujourd'hui à avoir, comme je disais, des, des lumières générées où il y a pratiquement plus de vide à l'intérieur de l'état. On est là sur nos photons uniques à moins de 7% de vide dans l'état. Donc on a vraiment un état à un photon très très pur. Et ça vient avec aussi le fait qu'on est capable maintenant de faire du squeezing, cette compression de bruit qu'on va utiliser dans les détecteurs d'ondes gravitationnelles, entre 10 et jusqu'à 15 dB à la longueur d'onde télécom. Et donc ça, Ouais. c'est vraiment dû au fait qu'on utilise un oscillateur paramétrique qui a un seuil et on travaille sous le seuil ou à proximité du seuil suivant le régime dans lequel on veut travailler et avec des pertes intracavités qui sont extrêmement, extrêmement faibles. Hmm. D'accord. Ok, bah, j'ai épuisé ma liste de questions. Je ne sais pas s'il en reste une dans l'assemblée. Dernière chance. Moi, Et j'avais une si petite c'est pas le question, cas, Julien. Ouais, oui, Michael. allez-y. Ouais, enfin, juste très vague, j'ai l'impression que il y a beaucoup de travail pour aller vers de l'espace libre, de la, des transmissions optiques qui vont être plus fibrées ou dans des guides. Et est-ce qu'il y a il y a le même travail qui est fait pour la partie atomique? Ça veut dire, là, j'ai l'impression que c'est souvent des pièges. Alors, effectivement, sauf pour la partie fibre, où ça avait l'air d'être la lumière guidée dans la fibre qui générait aussi le piège, l'optical lattice, quoi. Mais est-ce qu'il y a il y a des perspectives d'utilisation de pièges qui seraient plus compacts, comme sur des puces ou ce genre de choses? Ouais.
c'est hors sujet? Ce qui est apparu depuis quelques années, hein, c'est que l'intégrabilité des systèmes d'atomes froids a énormément mûri. Hein. Il faut prendre l'exemple de Mucans, avec qui on travaille en fait dans le cadre de ces projets français, de ces projets européens dont j'ai parlé. Hein. Mucans est partenaire de ces projets. Mucans, aujourd'hui, ils ont un système d'atomes froids au sommet de l'Etna qui fonctionne dans toutes les conditions climatiques, été comme hiver, et tout ça packagé dans 1 mètre cube. Voilà. Donc, c'est évidemment une direction qui nous intéresse, hein, essayer d'avoir du packaging comme ça, de manip d'atomes froids, pour aller vers, non pas des senseurs comme Mucans commercialise, mais pour des activités à atomes froids, mémoire quantique. Ok, mais un niveau de TRL aujourd'hui sur des atomes froids, l'exemple que je prends de Mucans, on est sur du TRL 9 hein, sur ces développements maintenant. ça demeure des dimensions assez importantes, je veux dire, d'un point de vue encombrement. Ça prend... non, c'est un rack. Hein, les produits dont je parle, hein, ces gravimètres par exemple, c'est un rack. Hein, c'est juste un rack. Hein. Donc c'est totalement intégrable si on se projette à, je sais pas, quelques années, 5 ans, 10 ans, c'est totalement intégrable dans un data center, par exemple. Ok. Ok. Eh bien, je pense qu'on peut s'arrêter là. Il est 12h30. Encore un grand merci à Julien pour cet exposé. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Et puis à très bientôt peut-être. Physiquement à l'ONERA si tu as l'occasion de venir. Ouais. J'espère. Merci beaucoup. À tous. Bon appétit. Merci. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.